Tout ce qui rentre fait ventre. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Quand j'étais encore un enfant, cela date de Mathusalem, je connaissais le secret d'une vie heureuse. Respecter les règles, toutes les règles, surtout celles qui ne sont pas dites. Et bien travailler à l'école. Et si tu travailles bien à l'école, tu gagnes le droit d'y rester. Et après avoir resté assez longtemps à l'école, on reçoit tout ce que la vie a de mieux à offrir. Un travail, beaucoup de travail, un peu d'argent, très peu d'argent, et un avenir radieux. Un avenir empli d'une éternelle et singulière quête de toujours vouloir plus. C'était au départ le but de mon existence. Mais au fil des années, et à la lecture de Spinoza, de Rousseau, des Pieds-Nickelés et de tant d'autres, je me suis rendu compte que ces règles bien établies, n'aboutissaient qu'à Walking Dead. Si les règles étaient aussi bien faites, et il y avait de l'espoir à les respecter, pourquoi les riches, les puissants et les intelligents les piétinent? Il était une fois une planète bleue, perdue dans l'immensité de l'univers. Sur cette planète cohabitent plus de 8 milliards de personnes, pour le meilleur et souvent, surtout pour le pire, au gré de leurs amours et souvent, surtout, de leurs guerres. Celui qui a dit que le riche et le pauvre sont égaux a outrageusement menti. Ils ne sont égaux ni devant la justice ni devant les obligations. Peut-être devant Dieu. Mais pour être fixé, il faut attendre le jugement dernier. Donc bien après la mort. Dans la vraie vie, celle de tous les jours, le riche mange pour goûter. Le pauvre, c'est pour calmer sa faim. Le riche s'habille pour être élégant. Le pauvre, pour se couvrir. Le riche s'endort pour goûter au sommeil. Le pauvre, c'est pour se reposer de la fatigue. Le riche voyage pour voir le monde. Le pauvre pour essayer de trouver une vie meilleure et un peu plus facile. Comme disait Sarkozy dans une interview sur un plateau de télé, l'égalité est un mensonge. L'égalité n'existe pas. Il y a des grands, des petits, des gros, des gens énergiques et d'autres sans énergie. Fin de citation. Et pourtant l'égalité est dans la devise française. Et le président de cette France soutient publiquement et officiellement que c'est un mensonge. La fabrique de Crétin est une réalité, pas une fiction. C'est une réalité historique et économique. Il faudrait remonter au protocole de Lisbonne, qui décide par une directive européenne. Et ça, c'est facile à vérifier pour tout le monde. Ce protocole décide que l'Europe a besoin de 10% de cadres de haut niveau bien formés et de 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Des crétins, quoi. Les 90%, plus ils sont incultes, plus ils seront taillables et corvéables à l'extrême. Et en plus, ils feront ce qu'on leur dira. Supprimer l'école telle qu'elle était avant, c'est-à-dire l'école de l'époque de Topaz, de Marcel Pagnol, et remplacer-la par Cyril Hanouna. Et vous avez le résultat souhaité.
Je vous donne un extrait d'une discussion avec Jacques Attali, intellectuel de haut niveau et ancien conseiller de Jacques Chirac. Les rapports de force sont de plus en plus visibles avec la prise de conscience qu'il n'y a pas de droit international. Il n'y a jamais eu d'ordre international. Il n'y a que des rapports de force. Le vrai droit international n'existe pas. Parce qu'un vrai droit international est soumis à la possibilité de sanctions quand il n'est pas respecté. Et il n'y a aucune sanction quand le droit international n'est pas respecté. Les traités ne sont respectés que lorsqu'il y a un intérêt quelconque à les respecter. Fin de citation. Sur les 183 pays qui composent l'Assemblée nationale des Nations Unies, unis soi-disant, façon de dire quoi, il n'y a que 2 pays qui ont le permis de tuer et de bombarder comme ils veulent et autant qu'ils veulent, sans aucun contrôle. Les États-Unis et Israël. Maxime Gorky avait dit « Les Américains possèdent tout ce que l'homme a besoin, sauf une chose, le sentiment d'humanité. » Oscar Wilde, en descendant le bateau qui l'a amené à New York, un policier lui demande « Est-ce que vous avez sur vous des choses prohibées ?» Il lui a répondu « Oui, j'ai avec moi mon humanité. » Ho Chi Minh, le chef de la révolution vietnamienne, avait dit « Il n'existe pas une maison détruite, une veuve en pleurs, ou un champ dévasté sans la trace de l'armée américaine. » Cela fait quelques mois. Décède l'acteur américain Robert Duvall, à l'âge respectable de 95 ans. Paix à son âme. Il a joué dans Le Parrain avec Marlon Brando et Al Pacino. Il a joué dans un film où il avait le premier rôle, Échec à l'organisation, et tant d'autres. Il a fait juste une apparition de quelques minutes dans le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Et dans ce film, il prononce une phrase qui est restée mythique dans l'esprit des Américains. Il incarne dans ce film le rôle d'un colonel baroudeur qui regarde brûler un village vietnamien au napalm et prononce cette phrase. « J'adore l'odeur du napalm de bon matin. Cela me fait sentir que je vis. » Pourquoi j'ai évoqué cet acteur que j'adore, entre parenthèses? Parce qu'il est mort en février dernier. Et la nouvelle de sa mort a été en boucle dans les informations. Avec bien sûr cette horrible phrase, comme si c'était bien de voir brûler les paysans vietnamiens dans leur maison. Ça, c'est tout l'esprit des va-t-en-guerre américains. Parce qu'ils ne font jamais la guerre chez eux, toujours chez les autres. La bonne question serait pourquoi jamais aucune sanction n'a été prise à l'encontre des États-Unis? Pourtant, ce n'est pas les faits qui manquent. Les États-Unis agressent tous les pays sans mandat de l'ONU. Il ne faut pas oublier que le siège central de l'ONU se trouve chez eux. Au moment où les nations du monde ont accepté que le siège des Nations Unies soit à New York, l'idée de l'ONU est déjà vendue. Pourquoi pas en Suisse, un pays neutre, ou un pays qui ne possède pas d'armée? Il y en a quelques-uns. Andorre, le Liechtenstein, Sainte-Lucie, Samoa, le Costa Rica, l'Islande, l'île Maurice, Monaco, Panama, et j'en passe.
Parlons un peu du rôle de l'ONU. Le rôle de l'ONU dans la vraie vie courante des pays opprimés par les puissants. L'Assemblée de l'ONU décrète des dizaines de résolutions contre Israël. Et celle-ci lui répond tous. Israël fait partie de l'Assemblée de l'ONU, mais ne la respecte pas. Et que fait l'ONU? Rien. Haïti, par exemple, a été envahi en 2004 avec un mandat de l'ONU qui a renversé son gouvernement démocratiquement élu et qui a instauré une occupation du pays pendant 14 ans par les casques bleus et les États-Unis. Et ils ont mené une guerre coloniale en Haïti pour les intérêts des USA. Ces derniers ont permis aux sociétés américaines de piller les richesses minières pendant plus de 10 ans. Essayez de penser avec quoi et quel argent l'Europe et les États-Unis se sont construites. Avec leurs propres sous? Jamais de la vie. Aucun pays n'a autant de fric pour se faire. Il faut être, je ne sais pas, une éponge à pétrole comme les Émirats, par exemple, le Qatar. Rome s'est construite avec les richesses qui venaient de ses colonies. L'Europe et les USA, c'est avec les colonies d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, ainsi soit-il. Pardon. Si la ville de New York est la plus grande cité du monde, c'est grâce aux richesses arrachées aux pays conquis par la force. Le président d'Haïti a été enlevé en pleine nuit, tout comme Maduro. Et personne n'a été jugé pour ça. Pour un kidnapping, vous risquez la prison à vie, mais pas les USA et Israël. Eux, ils sont au-dessus de tout ça. Le 24 février 2004, à 2 heures du matin, à Port-au-Prince, Jean-Bertrand Aristide, président démocratiquement élu. C'était un ancien prêtre qui est rentré dans la politique pour essayer d'aider son pays. Un pur démocrate. Il est réveillé au beau milieu de la nuit par des militaires américains armés jusqu'aux dents. Ils lui font signer un document sous la menace. C'était sa démission volontaire, avait dit par la suite Condoleezza Rice, ministre des Affaires étrangères de Bush. Ils l'ont emprisonné au Centrafrique. La France avait pleinement soutenu l'opération parce que le président haïtien avait quelques jours avant sommé officiellement le gouvernement français à rembourser 21 milliards de dollars que la France devait à Haïti, relatif à la part du pays pour l'exploitation de ses mines. Pendant plus de 2 siècles, les États-Unis et la France ont tous les deux pillé les richesses d'Haïti. Déjà, en 1914, les États-Unis ont volé tout l'or du pays, en plein jour, devant tout le monde. C'était le 17 décembre 1914. Et aucun pays n'a jamais dit un mot sur cette aventure de pillage. Un navire de guerre américain accosta à Port-au-Prince. Les Marines, en uniforme, débarquent armés comme pour faire la guerre. Ils traversent la ville et se dirigent directement vers la Banque nationale d'Haïti. Ils mettent en joue le personnel, ouvrent les coffres-forts et chargent méthodiquement tout le contenu des coffres. C'était toute la réserve monétaire du pays. Aucun mandat, aucune déclaration. Ils sont venus en armes et ils se sont servis, comme dans le film Hit, avec Robert De Niro et Al Pacino. Un véritable casse, fait par un État puissant pour détrousser un petit État.
En quoi est-ce différent du braquage fait par les gangsters? C'est juste le niveau qui est différent. Les États-Unis se servent de leur armée pour dévaliser les autres pays. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Pas de droit international, ni de droit tout court. La réserve monétaire au nord d'Haïti est transportée à bord du navire de guerre et débarquée à la Citibank de New York. Ça, c'est une pointure plus haute qu'Al Capone et Luciano réunis. Et c'est un pays riche, puissant et démocratique, soi-disant, qui fait ce casse en toute impunité. Cet or volé à Haïti n'a jamais été restitué. Et voilà comment l'Occident construit ses villes. C'est tout de même bizarre et ironique, que les mêmes personnes responsables de l'apartheid, du racisme, du colonialisme, du génocide et des crimes contre l'humanité sont les mêmes personnes qui prêchent aujourd'hui les droits de l'homme et la démocratie. Je pense notamment aux États-Unis et à Israël. Prenons le cas de la Suisse. C'est un pays neutre en principe. La Suisse n'a pas eu de guerre depuis plus de 5 siècles. C'est un record absolu. Avec quel argent la Suisse s'est construite? Comme c'est un pays neutre et qui ne risque pas la guerre, tous les leaders envoient l'argent du pillage de leur pays en Suisse. Plus de 150 banques dans un tout petit pays de 40 000 km², avec seulement 9 millions de citoyens tout aussi riches les uns que les autres. Voilà comment on construit le pays avec l'argent des autres. Où est passé le trésor d'Alger? 500 millions de francs or. C'est le pillage du trésor d'Alger par l'armée française en 1830, quand la capitale de l'Algérie est tombée entre leurs mains. La France reconnaît avoir saisi 48 millions de francs or. Mais la vérité est révélée par les archives et les investigations des chercheurs comme on l'appelle, Pierre Péan, né en 1938, mort en 2019, journaliste d'investigation et écrivain français. Il a approfondi les enquêtes sur la politique française, les scandales politico-financiers et les réseaux d'influence en Afrique. Il a eu un rôle principal dans l'affaire des diamants impliquant Giscard d'Estaing. Il a mené des enquêtes sur Mitterrand, Chirac, Bernard Kouchner. Je vous recommande les livres La République des mallettes. Dans ce livre, il y a du lourd, ainsi que le livre La face cachée du monde, et sans oublier bien sûr Main basse sur Alger. Péan est un ancien journaliste du Canard enchaîné. Et savez-vous que le Canard enchaîné, avant d'être enchaîné, le journal s'appelait le Canard déchaîné? Après une série de censures, il a changé de nom pour dénoncer la tyrannie. Revenons à nos millions d'Alger. 500 millions de francs or étaient à l'époque plus de la moitié de la richesse de toute la France. Et voilà comment l'Occident se construit. La Tour Eiffel au Champ de Mars, le Trocadéro au 16e, le Sacré-Cœur à Montmartre, et j'en passe. Avec l'argent du pillage, tu transformes Lutèce en Paris-Lumière. Si on prend juste, disons, 2 exemples. Le trésor de Kadhafi, c'est des milliards de dollars amassés pendant plus de 40 ans de règne sans partage. Où est-il passé?
celui de Saddam encore plus conséquent. Tous ces trésors, où sont-ils? En Occident, bien sûr. Un leader amasse un trésor inestimable et meurt pour une raison ou une autre. Son trésor, par précaution, est dans des comptes numérotés anonymes en Suisse ou à New York. Et il est le seul à connaître les codes. Une fois mort, même sa famille ne peut accéder à cette fortune. Et pourtant, cette fortune n'est pas perdue pour tout le monde, puisqu'elle sert à grossir des comptes de particuliers, des comptes de banquiers, comme les Rothschild, les Rockefeller et autres. Et puis aussi à construire des tours Eiffel, des Trocadéro, des Sacré-Cœur, je ne sais pas, le barrage de la Grande Dixence en Suisse, la grande place de Bruxelles mondialement célèbre, ou le port d'Anvers, un des plus grands au monde. Paris, ville lumière, au début du XVIIIe siècle, était une ville sauvage. 500 000 habitants, aucun éclairage dans les rues la nuit, sans pavés. Les rues étaient boueuses, les gens jetaient les ordures par les fenêtres, pas d'égout. Les jours de pluie, les rues se transformaient en cloaques. La nuit, personne ne sortait sans armes. Paris comptait plus de 30 000 mendiants qui se transformaient en coupe-jarrets la nuit. L'Occident a toujours vécu et vit toujours au-dessus de ses moyens. Il crée des problèmes pour contrôler l'opinion mondiale, puis se présente comme un sauveur et finit par ôter la vie à des millions de personnes en toute impunité. Vraiment, je ne sais quoi dire à l'humanité, qui avec deux yeux ne voit même pas le quart du dixième de ce qui se passe autour d'eux. Si vous regardez la Terre à partir de Saturne, vous verrez un tout petit point bleu, vraiment minuscule. Il y a quand même plus d'1 milliard de kilomètres. Et vous vous dites, sur ce ridicule petit point bleu, il y a tout, il y a dessus tous les camps de l'univers. Wow! Ces derniers temps, le monde ne parle que de l'IA, l'intelligence artificielle. Je pense, à mon avis, qu'il faudrait d'abord régler le problème de la connerie humaine, avant tout. C'est quoi la relativité? Le lion, le tigre sont inoffensifs. Par contre, la poule, le pigeon sont des animaux extrêmement dangereux. Disait un ver de terre à ses enfants. Relativité. Maintenant, je voudrais revenir plutôt sur un sujet qui me tient à cœur et qui me bouleverse tout le temps. La terre de Palestine. Dans cette partie du monde, la paix est un luxe que personne, qu'aucune créature ne peut s'offrir. C'est un territoire gouverné par une tension constante, gouverné par la haine et le racisme, où chaque ombre cache une menace, où chaque silence peut annoncer la mort. En ces lieux, vivre signifie rester vigilant, tout le temps, le jour comme la nuit, car baisser sa garde ou dormir équivaut à signer son arrêt de mort. En ces terres, il n'existe ni arbitre ni règle pour protéger cette partie du monde, et encore moins de justice. La compassion et le pardon n'ont pas de place au vécu de ces populations. Seule la loi du plus fort prévaut. Quand le soleil
disparaît à l'horizon et la nuit enveloppe de son sombre manteau cette partie du monde. La peur et le danger ne s'effacent pas. Le danger devient simplement invisible et peut frapper à chaque instant. Le jour suivant, le cycle reprendra aussi implacable que toujours. Survivre en ces lieux, encore un jour de plus dans cet enfer, est déjà une victoire. Et chaque battement de cœur est une insulte et un défi lancé à Israël et à la mort. Le plus terrifiant dans cette histoire n'est pas seulement l'horreur, mais c'est surtout l'habitude de l'horreur. Regardez la banalité de la mort des enfants au quotidien à Gaza, tellement leur nombre est astronomique. Le sionisme et le nazisme ont cet air d'un film sombre et noir, brutal et clandestin, car en dehors de toute légalité. Ce système avait et a un talon d'Achille. Ses fondements est la loyauté envers les leaders qui distribuent postes, honneurs et dividendes. Il n'y a ni doctrine acceptable, ni philosophie honorable. Juste de la cupidité et la brutalité des voyous avec du pouvoir, de l'argent et la peur que la manne s'épuise avec ses objectifs obscurs. Je vous raconte une toute petite histoire. Un Russe, prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale, raconte un épisode de sa détention. Les Allemands nous ont amenés, mes compagnons et moi, à l'orée d'une forêt. Il y avait aussi un groupe de Juifs avec nous. Et ils nous ont demandé de creuser une grande fosse. C'était clair que cette fosse allait nous servir de tombe. Une fois la fosse terminée, ils nous ont demandé à nous, les Russes, d'enterrer vivants les Juifs. Nous avons refusé de le faire. Et on s'est préparé à mourir dignement. Alors l'officier SS, devant notre refus catégorique, a ordonné aux Juifs de nous enterrer, nous, à leur place. Les Juifs se sont précipités sur nous et ils nous ont jetés dans la fosse. Puis ils ont commencé à nous enterrer vivants. Le chef des Allemands ordonna aux Juifs d'arrêter. Stop. Puis il nous a dit, vous voyez pour qui vous vouliez sacrifier vos vies? Fin de citation. À travers les siècles, divers empires, royaumes et groupes ethniques ont cherché à éradiquer la juiverie pour des raisons religieuses, politiques ou économiques. Si vous ne comprenez pas pourquoi, lisez le Talmud et vous serez fixé. À l'époque où je voulais étudier le judaïsme pour mieux comprendre l'histoire des Hébreux, j'avais pu me débrouiller le Talmud. Et dans celui-ci, il y avait à la première page, comme prologue, cette citation. Si la Torah est la lumière, le Talmud la canalise. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à bien comprendre la Torah, qui s'étale quand même sur 6000 pages, le Talmud, lui, l'explique plus clairement avec seulement 2800 pages. Ouais. Le juif, en général, et il y a quand même beaucoup d'exceptions, généralement, il est comme le renard. Il sait saisir toutes les opportunités. Son intelligence le distingue du reste de l'humanité. Craintif et furtif,
mais c'est aussi un prédateur opportuniste et redoutable. Il adapte son régime à ce qui est disponible. Métamorphe, il se transforme selon l'environnement. Lapin craintif et vulnérable devant les forts, fauve brutal et sanguinaire devant les faibles. Il a un peu de lienne et beaucoup du renard. Il se saisit de tous les restes laissés par les autres prédateurs. L'Angleterre, la France, les États-Unis, il est toujours à la traîne de ces puissants. Il les sert à l'occasion et se sert à l'occasion. Il fait le sale boulot pour eux, vivant dans l'ombre de ces derniers. Et dès qu'il a le pouvoir, un tantinet, surtout si ce pouvoir est cautionné par le chantage et la manipulation. Il use et abuse pour assouvir des millénaires d'humiliation, de craintes refoulées, qui lui dictent et lui imposent de se venger sur le premier humain venu. Surtout si cet humain lui procure par sa mort le toit qui lui a toujours fait défaut. Les Palestiniens n'existent pas, avait déclaré Golda Meir quand elle était Premier ministre, alors qu'elle vivait dans la belle maison d'Ibrahim Bisharat. Cette demeure somptueuse à Jérusalem, dans le quartier Talbié, une sorte de grand palais qu'on surnommait Maison Haroun al-Rachid. Elle se composait de 27 pièces. Après la Nubqa, la famille palestinienne Bisharat furent expulsées pour permettre à Golda Meir de s'y installer. Une maison volée à une famille palestinienne pour installer la leader du sionisme. Cela est révélateur de l'esprit du juif errant. Vous avez le film Le Pianiste. L'acteur américain qui a été choisi pour ce rôle, non seulement est un maître caméléon, mais aussi physiquement tient beaucoup du juif, étant lui-même d'origine juif polonais. D'ailleurs, son nez l'indique clairement. Généralement, le juif a de grandes oreilles et un grand nez. Au fil des siècles, les Juifs ont développé ces deux facultés, bien entendre et bien sentir le danger, comme toutes les proies. Revenons au pianiste. C'est l'histoire d'un célèbre pianiste juif pris dans l'engrenage mortel des persécutions au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ce juif a survécu malgré toutes les péripéties qu'il a subies. Un autre non-juif à sa place aurait succombé. Mais le juif ne se contente pas de survivre. Il prospère même dans les pires conditions. Les conditions vraiment extrêmes. Il se nourrit de n'importe quoi et démontre une capacité unique à extraire de l'or d'un environnement apparemment stérile. Généralement, petit et vif dans le geste et la rapine, souvent invisible et insignifiant. Mais il prouve que survivre est un art des faibles et non celui des forts. La survie n'est pas le fruit du hasard. C'est une faculté qui se développe de père en fils. Elle se développe de père en fils. Elle se gagne, dent après dent, griffe après griffe. Cette terre de Palestine est le théâtre d'affrontements depuis un siècle au moins. Chaque être humain, grand ou petit, joue son rôle dans le rythme incessant de la vie ou de la mort.
Israël, dans le mal, a dépassé historiquement toutes les nations belliqueuses du monde. Israël a fait de Gaza le plus grand camp de concentration de l'histoire humaine. Vous savez, un peuple frustré dans son histoire, lorsqu'il a la chance de devenir puissant, devient un monstre incontrôlable. Et les Juifs ont été frustrés par l'Occident pendant des millénaires. Baruch Kimmerling, sociologue israélien, a écrit un livre avec pour titre « Politicide ». Et dans ce livre, il raconte des vertes et des pas mûres sur Israël et le sionisme. Un livre à lire, enfin, si vous arrivez à le trouver. Vous savez, personne ne parle de la vraie raison des gens conscients et légèrement intelligents quand ils s'isolent socialement. Ce n'est pas par choix, c'est plutôt par lucidité. Plus tu développes cette lucidité envers les gens et la société avec ses mécanismes, plus tu perçois les masques sociaux, des conversations vides et les rires forcés. Combien de fois tu as hoché la tête, acquiescé sans même réfléchir, juste pour éviter d'être différent? Pourtant, dans l'esprit tordu qui est le mien, rien n'est pire que d'être comme les autres. Rien. Je vous dirais, il n'existe rien de pire que d'être pareil aux autres. Un jeune homme, complètement démoralisé, seul dans le compartiment d'un train. Un vieil homme s'assit en face de lui et remarque la tristesse du jeune. Il lui demande la cause. Et le jeune homme étale les détails de son désarroi. Amoureux d'une jeune fille, il voulait l'épouser. Et en faisant une enquête de moralité auprès des gens qui la connaissaient, il découvre la dépravation de sa vie. Le vieil homme le rassure et lui dit « J'ai une fille d'une beauté admirable et je suis prêt à vous accorder sa main. Voilà mes coordonnées, faites votre enquête tranquillement et si cela vous convient, appelez-moi et nous ferons la chose. » Le jeune homme fait son enquête et découvre que la fille du vieil homme est plus pervertie que la sienne. Il appelle le monsieur tout furieux et l'apostropha. « Monsieur, votre fille est d'un comportement très douteux. Elle est pire que l'autre. » Et le vieil homme lui répond tranquillement. « Sachez, jeune homme, que je n'ai pas de fille du tout. » Schopenhauer, on avait parlé depuis plus de 2 siècles. Et le phénomène ne fait que s'aggraver avec le temps. Selon lui, c'est le refuge des esprits éveillés. Ce n'est pas qu'on se sent supérieur, mais simplement on voit au-delà des apparences la vérité ou ce qui semble être plus vrai. On a beau taper sur la brebis galeuse, mais quand c'est le berger qui a la gale, c'est foutu. Mais finalement, mes amis, j'ai beau être bête et méchant. Quand je me regarde, je me désole. Et quand je me compare, je me console. Je vous donne une dernière salve de l'apothéose vers l'apocalypse de l'humanité qui ne saurait tarder, vu que les Trump et les Poutine se multiplient un peu partout dans le monde, pour arriver tout doucement au processus final. C'est une série de découvertes qui s'ajoutent les unes aux autres pour former le bouquet final de l'anéantissement.
En 1896, Henri Becquerel découvre la radioactivité. En 1898, 2 ans après, Pierre et Marie Curie découvrent le radium et le polonium. 7 ans après, 1905, Einstein développe la théorie de la relativité restreinte, E égale mc2. Tout cela est lié, et l'un s'ajoute à l'autre pour indiquer le modus operandi de la fission. 1911, Ernest Rutherford projette le modèle de l'atome et la découverte du noyau. 1932, James Chadwick publie la découverte du neutron. Pardon. La même année, John Crockford et Ernest Walton réussissent la première transmutation nucléaire artificielle. 1934, Léo Szilard publie la théorie de la réaction nucléaire en chaîne. Même année, Frédéric et Irène Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle. Toujours en 1934. Cela se précipite. Enrico Fermi découvre la réaction nucléaire par neutrons. Et maintenant, on arrive au bout du tunnel. 1938, Lise Meitner et Otto Hahn découvrent la fission nucléaire. 1939, Frédéric Joliot-Curie publie la preuve expérimentale de la possibilité d'une réaction en chaîne. Ce qui va nous mener à l'explosion atomique. 3 ans après, 1942, commence le projet Manhattan et les essais Trinity, sous la direction de Robert Oppenheimer. Et 3 ans après, 1945, les champignons atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Le jackpot pour ces 2 villes. Et d'ici pas très longtemps, l'affrontement final entre l'Est et l'Ouest. Souhaitons de tout cœur que j'ai tort. Et nous sommes là, nous, les peuples du monde, à avaler toutes sortes de couleuvres, en nous disant résignés, tout ce qui rentre fait ventre. Ciao.